spécialiste personnel de santé, bien évidemment, le mot de Monsieur le secrétaire général de l'Institut universitaire de la Côte. Juste après, nous allons officiellement passer la parole à Monsieur le modérateur pour passer en revue ou encore pour entretenir ou encadrer progressivement cette magnifique rencontre qui verra l'intervention des médecins, qui verra également des parties de conseil. Et bien évidemment, n'oublions pas la grande campagne justement de consultation qui se déroulera juste après cette conférence à l'amphithéâtre 150 de l'IUC et bien évidemment sur les différents campus, au campus d'Aqua, au campus D également. Vous aurez également une phase réservée aux échanges et dans cette occasion, si vous avez des questions, n'hésitez pas, notez-les, mentionnez-les correctement. Un expert, un spécialiste aura l'occasion de vous entretenir à ce sujet. Mesdames, Messieurs, sans transition, nous allons passer la parole à Monsieur le secrétaire général de l'Institut universitaire de la Côte pour son mot de bienvenue non seulement pour Activa Fondation et bien évidemment pour la communauté universitaire que nous sommes. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de vous soutenir très fort. Monsieur Léonard Docmont. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à toutes les sommitaires en la matière qui ont bien voulu faire le déplacement. Au nom de tout le staff de l'Institut universitaire de la Côte, notamment son président et tous les collaborateurs, il me plaît de prendre la parole ce matin pour déjà remercier la Fondation Activa qui, à l'occasion de Octobre Rose de 2024, a bien voulu nous associer à la série d'activités organisées. Et cette main tendue, nous l'avons saisie très très vigoureusement parce qu'à l'Institut universitaire de la Côte, nous nous préoccupons de ce qui va rentrer dans les têtes des uns et des autres. Mais on est conscient que si le corps va mal, eh bien la tête ne va rien assimiler. Et ce qui nous a le plus intéressé dans cette initiative, puisqu'il y en a eu d'autres, c'est que dans cette initiative, tout se passait comme si la Fondation Activa a tenu compte du fait que nous sommes une institution de formation, parce que là, il est question de capaciter la femme, de lui donner les capacités à pouvoir elle-même diagnostiquer de manière précoce le cancer du sein. Et nous avons pensé que c'est une opportunité à nul autre pareil. Pourquoi? Parce que, comme je le répète assez souvent, quand quelqu'un fait une formation en secourisme, ce n'est pas pour se secourir soi-même, c'est pour secourir autrui. Tous ces valeureux médecins qui sont autour de moi, je ne pense pas qu'ils ont fait leurs études pour se soigner. Non, c'était pour soigner l'autre, c'était pour venir en aide à l'autre. Par conséquent, je vous invite, même si les spécialistes disent que vous n'êtes pas forcément dans la tranche d'âge à risque, je vous invite à prendre très au sérieux cette formation parce que on ne sait jamais, elle pourra peut-être demain vous permettre de sauver un proche, une maman, une tante, une voisine ou je ne sais pas quoi d'autre. Et c'est la recommandation principale que je voudrais faire aux uns et aux autres et assurer la Fondation Activa et tous les membres présents de la participation active de l'Institut universitaire de la Côte. Donc ne vous en tenez pas au nombre de personnes actuellement présentes dans la salle. Les gens sont prêts à vous acculer, à vous envahir dans les différents ateliers qui sont ouverts à ce sujet. Merci pour votre écoute. Merci pour vous qui avez fait le déplacement. Merci à ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux parce que je souligne qu'en dehors d'ici, nous avons le campus d'Aqua et nous avons le campus de Tchan. Bon, au moins qui ne vont pas. Le campus de Tchan ne va pas bénéficier de cette initiative, mais au moins, ils pourront suivre les échanges qui sont en cours. Merci. Voilà, merci à vous également, Monsieur le secrétaire général de l'Institut universitaire de la Côte, que nous vous prions de vous sonner encore très fort.
Alors, monsieur le secrétaire général a si bien dit, hein, donc on ne se fie pas spécialement à ceux qui sont là en présentiel, alors que IUC justement nous confirme la présence en ligne dans une seule adresse, IUC Douala, et pareillement, le lien vous sera partagé dans différents groupes concernés. Mesdames et messieurs, pour pouvoir également revivre juste après cette magnifique rencontre, alors que ceux du campus d'Aqua également, ceux même du campus de Tian nous suivent, sans oublier ceux du campus D et ceux qui sont en cours actuellement pourront revoir l'événement pendant la pause. Monsieur le secrétaire général est revenu également sur la qualité même de la collaboration qui existe entre l'IUC et naturellement la fondation Activa justement qui fait de l'encadrement social des Africains en général et même du monde depuis pratiquement 2014 son credo, alors que le médecin justement modérateur de cette magnifique rencontre est déjà confortablement installé. Nous signalons, madame et messieurs, que l'Institut universitaire de la Côte vous offre la possibilité de vous consulter ou encore de vous dépister juste après cette rencontre à l'amphithéâtre 150 et bien évidemment au campus D. Sans transition, mesdames et messieurs, nous vous prions de sonner très fort le modérateur de cette magnifique rencontre, Dr Mambo, ici présent. Allô. Merci, bonjour. Docteur Augustin Mambou de Artiva Assurance pour tenir cette conférence ce jour sur le thème qui nous tient depuis bientôt un mois concernant le mois d'octobre et qui est dédié à la campagne pour la lutte contre le cancer du sein. Avec moi sur ce panel, nous avons deux oncologues. La première, c'est Dr Sango, et la seconde, c'est Dr Anaba. Toutes deux nous présenteront de fond en comble, sans être très techniques, ce que c'est que le cancer, et plus précisément le cancer du sein. Ceci se fait dans une collaboration Fondation Artiva Assurance, IUC. Et nous remercions par la même occasion IUC d'avoir accepté cette collaboration, de nous avoir aidés à faire cette campagne. Donc, la troisième partie, ce sera un échange, questions-réponses, entre les participants que vous êtes, l'auditoire que vous êtes, et les cancérologues que nous avons ici. Ensuite, suivra les séances de détection les séances de détection qui seront faites par les collègues médecins. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont au nombre de 4, une médecin de IUC et 3 médecins femmes venant au compte d'Artiva. Elles sont reparties sur les 3 sites que compte IUC à Douala, à savoir le site Excellence, le site où nous nous trouvons et le site d'Aqua. La médecin d'Aqua, elle est déjà à Aqua et peut-être elle nous suit en visioconférence. Donc pendant cette séance de détection, il y aura de l'éducation. Comment se palper, pourquoi se palper. Les médecins se chargeront de vous le dire pendant cette séance. Sans plus traîner, je crois que nous pouvons continuer avec notre conférence. Merci. Docteur Mambou, madame et messieurs, que nous vous prions de sonner très fort. Voilà, je pense que Dr Mambou va regarder le micro, certainement pour la suite de la rencontre, puisque les différents médecins sont bel et bien en place et prêts justement pour débuter ce magnifique moment.
Et dans quelques instants seulement, comme je disais tantôt, l'accompagnement d'Activa est forcément remarqué, tout en remerciant une fois de plus le choix du pôle d'excellence en Afrique pour cette formation et le secrétaire général de rappeler encore, vous êtes certainement ceux qui seront formés, peut-être pour former d'autres sans forcément être médecins. Ce sont des premiers, ou encore les premiers éléments certainement que vous pourrez mettre en application en famille, dans vos entourages, et ça pourra sauver certainement une vie. Donc certainement, nous passons une fois de plus la parole à Dr Mambou pour cette fois-ci, pour une parfaite coordination avec les médecins en poste. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le docteur Sango qui prendra la parole pour nous parler du cancer du sein, clinique, statistique. Docteur Sango. Bonjour à tous. Merci, Dr Mambou, de me passer la parole. Nous voulons dire merci à l'UIC d'avoir pensé à cette initiative en association avec Activa. Nous allons essayer de faire une présentation qui pourrait être un peu plus simplifiée pour nous tous. Et je vais parler beaucoup plus de l'épidémiologie, c'est-à-dire les facteurs de risque, les statistiques au Cameroun, les signes d'alerte, l'auto-examen du sein, et je pense que la partie traitement sera beaucoup plus développée par ma consoeur qui est avec nous tout à l'heure sur le plateau, sur la table. Le temps pour nous que le vidéo se met en place. Qui a déjà entendu parler d'un cancer du sein? C'est bien que ce soit très interactif. Ça sera plus intéressant comme ça. Oui. Vous avez déjà vu une personne souffrir du cancer du sein? Ou entendu parler? Pour vous, c'est quoi le cancer du sein? Vous êtes trop sérieux dans la salle. Trop sérieux. Le cancer, ce n'est pas la fin du monde. Nous, on sourit chaque jour avec nos patients. Quand ils entrent, le challenge, c'est qu'ils sortent pas avec les larmes, mais avec un sourire, en sachant qu'ils ont un diagnostic assez grave. Donc, ne soyons pas trop sérieux. Oui, ce qu'on va dire est intéressant, mais sentez-vous libre de poser vos questions quand vous nous aurez écoutés. Oui, vous avez dit que vous avez déjà vu un cancer du sein. Pour vous, c'est quoi le cancer du sein? Bonjour. Bon, au début, je ne savais pas que c'était le cancer du sein, puisque nous étions au collège. Et elle est venue un matin, je lui ai demandé mais pourquoi tu as manqué? Elle dit qu'on a coupé son sein. Donc elle venait tout juste, on était encore quatrième. Je lui demande qu'on a coupé ton sein, pourquoi? Elle me dit qu'elle est malade, elle avait une boule au sein. Ça m'avait dérangé, j'ai laissé ça, c'est passé comme ça. Et après quelques années, elle est morte. On dit que non, c'est sa maladie, elle avait la maladie. C'est quand je grandis maintenant que je comprends que c'était le cancer du sein. C'est comme ça que j'ai su pour la première fois que le cancer du sein existait. Merci. Ça vient relever quelque chose de très intéressant, c'est que le cancer du sein n'est pas pour une tranche seulement âgée. Également, les jeunes dames peuvent en faire. Maintenant, je ne sais pas si son ami, sa camarade de classe avait effectivement le cancer du sein, mais on a des patients très jeunes. Donc, toutes les dames qui sont ici peuvent être sujettes à faire un cancer du sein. Ce n'est pas une question de 50 ans, 60 ans, c'est encore bien plus jeune que ça dans nos structures sanitaires. Donc, la première diapo, c'était pour dire bonjour dans les quelques langues qu'on a pu trouver et que nous sommes contents d'être là. La deuxième, c'est pour présenter quand même les objectifs qu'on doit atteindre. On doit pouvoir être capable de définir les cancers. On doit pouvoir citer les facteurs de risque des cancers parce qu'en cancérologie, nous ne parlons pas de cause, mais nous parlons de facteurs de risque. On doit pouvoir reconnaître les signes d'alerte des cancers et puis les différentes modalités de traitement au Cameroun seront développées après. Alors pour cela, nous aurons ce plan-ci que nous allons suivre. En introduction, nous dirons que le cancer du sein est un véritable problème de santé publique. La population jeune est très affectée en Afrique et au Cameroun.
Les femmes noires encore plus, font beaucoup plus précocement les cancers du sein que les femmes des femmes caucasiennes. Environ 80% de nos patients arrivent à un stade 3 et à un stade 4 dans nos formations sanitaires. Les facteurs de risque modifiables sont faciles à contrôler, nous en parlerons tout à l'heure. Les traitements sont disponibles au Cameroun, mais peuvent être coûteux pour la majorité des Camerounais. Lorsque le diagnostic a été précoce et qu'une prise en charge efficace a été entreprise, elles améliorent ensemble la survie des patients. Donc, cancer ne gagne pas systématiquement mort. Cancer égale survie. Malheureusement, c'est dans ce stade-ci, en général, que nos patients arrivent. Oui. Quand nous portons nos jolis cabas, parfois on ne sait pas ce que couvre le cabas ou ce que cache le cabas. Ça ne fait pas toujours mal. C'est pour cela qu'on peut arriver à ce niveau-ci. Parfois, c'est parce qu'on ne sait pas. Parfois, c'est l'ignorance. Parfois, on se dit, ah, c'est juste un truc qui pousse, ça va partir. Oui, elles arrivent comme ça. Et encore plus que ça parfois. Et parfois moins. Alors, en définition, on a essayé de faire un schéma pour le cancer. Alors, une cellule normale, quand elle se divise, c'est une cellule mère donne 2 cellules filles. Mais en cancérologie, ce n'est pas ça. Une cellule mère va donner beaucoup de cellules filles incontrôlées. Alors, la définition du cancer, c'est prolifération incontrôlée, anarchique, des cellules qui sont anormales dans la partie touchée. Dans ce cas, c'est le sein, parce qu'on peut avoir les cancers partout, et qui ont la capacité à se développer au-delà de leurs limites habituelles, ayant une tendance à envahir les tissus qui sont autour. Dans le cas du cancer du sein, ce sera les ganglions qui vont commencer à envahir et s'étendre aux organes, aux tissus. On parle alors de métastases. Alors, quand on parle des métastases dans les cancers du sein, ça peut être au niveau des poumons, on va dire métastases pulmonaires, ça peut être au niveau du foie, vous allez entendre un mot qu'on appelle métastase hépatique, qui est l'adjectif qui vient de foie, ça peut être au niveau des os, on va dire métastases osseuses, ça peut être au niveau du cerveau, on va dire métastase cérébrale. Ça, ce sont les principales types de métastases qu'on a dans les cancers du sein. Donc, c'est ça le cancer, juste une seule cellule, qui se multiplie très rapidement et dont le mécanisme de contrôle n'est plus du tout pris en charge par l'organisme. Et comme l'organisme ne sait plus s'en débarrasser, les symptômes commencent à apparaître. Donc, ce n'est pas le jour où la boule apparaît que le cancer est apparu. Ce n'est pas le jour où la femme touche son sein et qu'elle trouve une boule que le cancer a commencé. Il a commencé bien longtemps avant. Autant l'organisme a des mécanismes de défense pour les infections, autant il y en a des mécanismes de défense pour les cellules anormales dites cancéreuses. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de ce sujet? Pourquoi tout un mois pour le cancer du sein? Encore que pour les autres cancers, il y a également des mois dédiés. C'est juste qu'on fait tout un tabac pour le cancer du sein pour la première raison. C'est parce que c'est le premier cancer. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme en termes d'incidence, ça veut dire en termes de nouveaux cas et en termes de mortalité par cancer. Sur le plan clinique, c'est très facile de reconnaître les signes d'alerte. On va en parler tout à l'heure. Même si on sort de cette salle ayant retenu un seul signe d'alerte, ce n'est pas mauvais. L'objectif, c'est que lorsque nous sortons d'ici ensemble, on ne garde pas l'information pour nous. On en parle. On partage avec ses camarades de classe qui n'ont pas pu être là. On partage avec ses amis. On partage dans les réunions. On partage en famille. L'information ne doit pas rester pour nous seuls. Ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra lutter de manière efficace contre l'ignorance sur les cancers du sein. Parce qu'il y a beaucoup de tabous. Sur le plan thérapeutique, pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Les moyens de prise en charge existent dans notre pays. Ce n'est pas seulement de l'autre côté. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes formés et que nous travaillons au Cameroun. Et sur le plan pronostic, on l'a dit tout à l'heure, lorsque le cancer est diagnostiqué assez précocement, le patient a une meilleure survie. À la fin, il y aura une diapositive où dit quelle est la survie du patient en fait en termes du stade. Alors, quels sont les chiffres? En 2020, ça je pense que c'est les chiffres de 2022. En 2022, nous avons un logiciel, le Global Observatory Cancer, qui dénombrait à peu près 20 millions de nouveaux cas au Cameroun. Parce que j'ai mis uniquement les statistiques du Cameroun. Et sur les 20 millions de nouveaux cas de cancer au Cameroun, le cancer du sein occupait la première place avec 4170 nouveaux cas, à peu près 20,1%. Pour la même année, presque la moitié de cette patiente était décédée. Donc, si on avait eu 4170 nouveaux cas
2108 patientes étaient décédées pour la même année. C'est énorme. Après le cancer du sein vient directement le cancer du col de l'utérus et puis après le cancer de la prostate. Pour dire que les hommes ne sont pas épargnés également. Les cancers, c'est chez tout le monde. Encore que chez les cancers du sein, on en parlera tout à l'heure. Alors ça, c'est la première partie de l'épidémiologie parce que ça faisait partie des objectifs qu'on devait atteindre. L'épidémiologie descriptive veut juste dire où est-ce qu'est localisé le cancer. On pouvait en parler en Afrique, on pouvait montrer les chiffres dans le monde, mais j'ai juste voulu parler de l'épidémiologie au Cameroun. Et il y a maintenant l'épidémiologie dite analytique, ça veut dire quels sont les facteurs de risque, quelles sont les situations qui nous exposent ou qui nous prédisposent à faire les cancers du sein. Alors nous, on les classe souvent de deux façons. Les facteurs de risque qui sont dits modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Commençons par non modifiables, ce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer notre histoire hormonale, c'est ce qu'on a écrit, facteurs hormonaux. Alors, une jeune dame qui a eu ses premières règles avant l'âge de 11 ans est à risque de faire les cancers du sein. Une dame qui a fait sa ménopause tardive est à risque de faire les cancers du sein. Les deux phrases se suivent parce que pour la même raison, autant si les règles de la jeune dame sont sous l'influence des hormones qu'on appelle des œstrogènes. Alors, plus tôt, et le cancer du sein est un cancer hormonodépendant, dépendant de la surexpression de ces hormones qu'on appelle les œstrogènes. Donc, plus tôt on est exposé à faire ces règles, plus tôt on est exposé au fonctionnement des hormones œstrogènes, plus tard on arrête, les menstruations s'arrêtent, on est exposé donc pendant une très longue période aux hormones œstrogènes. C'est pour cela que les règles avant l'âge de 11 ans ou la ménopause tardive font partie des facteurs de risque. Également la maternité avant l'âge de 35 ans. De plus en plus, les jeunes dames vont à l'école et très peu également accouchent très tôt. Donc, la maternité également tardive, après l'âge de 35 ans, peut être un facteur de risque. Il y a le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Alors, qu'est-ce qui se passe à la ménopause? Quand nos mamans atteignent déjà la ménopause, il y a des symptômes qui apparaissent. Ça peut être les bouffées de chaleur, ça peut être beaucoup de transpiration dans la nuit, mais à côté, il y a également une sécheresse vaginale. Alors, quand elle a une sécheresse vaginale, ça veut dire qu'elle ne peut plus avoir des rapports intimes simples facilement. Elle rencontre son gynécologue qui va lui prescrire un traitement hormonal pour essayer de suppléer aux hormones qui sont en repos à cause de la ménopause. Et donc, ce traitement hormonal peut être, à l'origine, peut être un facteur de risque. Facteur de risque ne veut pas dire que parce que j'ai eu mes règles à 11 ans, j'aurai systématiquement le cancer du sein. Mais je suis prédisposée à. Et un seul facteur de risque parfois ne suffit pas pour nous prédisposer ou nous exposer à faire un cancer quelconque. Il faut parfois une conjonction de plusieurs cancers. Parfois le patient arrive à l'hôpital, on ne retrouve même pas le facteur de risque parce qu'il y a beaucoup d'autres questions il y a beaucoup d'autres examens qu'il faut faire qu'on ne peut pas faire chez nous ou bien qui répondent à des critères bien précis. Et si les critères ne sont pas remplis, alors on ne fera pas les examens comme les tests génétiques. On parlait de génétique, histoire familiale de cancer. Alors, il y a des familles à cancer chez nous. Il y a des familles, on va faire le même cancer. Vous venez, presque tout le monde a le cancer du sein. Il y a des familles, on fera des cancers différents. Tel aura le cancer du sein, l'autre aura le cancer de l'ovaire, l'autre aura le cancer de la prostate, l'autre aura le cancer du cerveau. Juste parce que dans cette famille, on a ce qu'on appelle une mutation du gène. Le cancer n'est pas une maladie héréditaire, j'insiste. Ce n'est pas parce que maman a eu le cancer que la fille aura le cancer. C'est ce qu'on appelle maladie héréditaire. Mais il y a des anomalies génétiques qui font que la maman peut faire le cancer, peut-être la fille, ou bien peut-être la petite fille viendra faire le cancer. C'est ce qu'on appelle l'anomalie génétique. Donc c'est dans les gènes. On ne sait pas changer ça. D'un côté, il y a juste une figure qui montre un peu tout ce qui est comme facteur de risque non modifiable. Alors, comme autre facteur de risque non modifiable est le sexe. Oui, on a tendance à dire le cancer du sein, c'est le cancer de la femme. Non, c'est faux. Il y a à peu près 1 à 3% d'hommes qui font le cancer du sein. Ce n'est pas une affaire d'hommes, de femmes seulement. Pourquoi? Quand nous naissons, nous avons les hormones. Autant les hommes ont la testostérone, les femmes également ont la testostérone. Mais c'est juste la quantité qui est importante, qui est différente. La testostérone est en quantité beaucoup plus élevée chez les hommes et elle est en petite quantité chez la femme. Et donc, même chose avec les œstrogènes. Les œstrogènes sont fabriqués en plus grande quantité chez la femme qui la prépare à la formation des organes sexuels secondaires que sont comme les seins et qui la prépare au cycle menstruel. Et chez les hommes, ils ont également les œstrogènes mais en petite quantité.
Et donc, il peut faire les cancers du sein. Il y en a qui viennent quand ils se dévêtissent, vous vous rendez compte qu'ils ont une poitrine bien formée. Même si elle n'est pas aussi importante que celle d'une femme. Non, ils ont quand même des seins. Rien à voir avec ceux qui ont un trouble endocrinien où on a des seins qui augmentent juste parce qu'il y a une hormone qui fonctionne mal. Ils ont vraiment des seins et parfois, ils ont des cancers du sein. Maintenant, le cancer du sein chez l'homme, on va retrouver d'autres facteurs de risque. On va trouver la consommation du tabac, on va trouver peut-être la consommation d'alcool, on va trouver également une histoire familiale de cancer qui fait qu'il est exposé à faire des cancers. Et chez nous, on en a déjà vu. Je pense en 4 ou 5 ans, j'ai déjà vu 4 cas de cancer de sein chez l'homme. Donc ça existe, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas juste une histoire de femme. Autre facteur de risque non modifiable, antécédent personnel de cancer. Si j'ai déjà fait un cancer du sein, je suis à risque de faire un autre cancer du sein. Sur le même sein, comme le sein contralatéral, je dis bien je suis à risque. Ce n'est pas systématiquement que je vais refaire le cancer. Si j'ai fait un cancer de l'ovaire, je peux également faire un cancer du sein parce qu'il y a un syndrome sein-ovaire qui est décrit dans la littérature où on peut avoir un patient qui a en même temps le cancer du sein, mais il a également le cancer de l'ovaire. Ou bien qui a fait le cancer de l'ovaire et puis après vous faites un cancer du sein. Parce que n'oublions pas qu'il y a cette mutation génétique dont on a parlé tout à l'heure qui expose à la fois au cancer du sein, au cancer de l'ovaire, au cancer de la prostate. Donc, alors, à côté des facteurs de risque qu'on ne peut pas changer, il y a ceux sur lesquels nous devons travailler. C'est les facteurs de risque modifiables. Consommation d'alcool. Il faut peut-être qu'on commence déjà à diminuer la façon dont on lève le coude. C'est tellement normal pour nous d'être dans les débits de boissons pour boire. C'est tellement normal de se lever et dire « Ah, moi, j'ai pris une. » J'ai pris une, c'est normal. Mais c'est fou que ça nous expose à beaucoup de maladies. Pas seulement au cancer. Le surpoids. Peut-être vous êtes encore jeune, mais dans notre tranche d'âge en nous, c'est fréquent. Il y a les maternités qui sont arrivées, il y a l'alimentation qui n'est pas bien régulée parce qu'on rentre tard le soir, on n'a pas eu le temps de manger en journée parce qu'on s'occupe, on travaillait, et puis ce n'est que le soir qu'on veut s'alimenter. Et puis c'est sa jeune fille qui apporte le plat, dit « Maman, tiens, tu manges. » Mais juste quand maman finit de manger, elle dort. Maman ne fait pas de sport quand elle finit de manger. Alors, les glucides, les féculents qu'elle a pris, tout ce qui est gras, au lieu que ça se transforme en énergie parce qu'elle aura fait un effort physique, vont se transformer en graisse. Et comme elle ne fera pas d'effort 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire des années, on va quitter du surpoids et on va aller au prochain item qui est l'obésité. Très facile de prendre du poids, mais souvent très difficile de le perdre. Le manque d'activité physique régulière. On dit que le sport c'est pour les bobos. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle bobo. Moi, je dis que je suis bobo. Tout le monde est bobo. Ça dépend, la définition est dans la tête. Tout le monde doit se sentir, tout le monde doit savoir qu'il vaut quelque chose, qu'il a de la valeur. Si on est, ça veut dire qu'on a de la valeur pour quelqu'un. Vous avez de la valeur pour vos parents, c'est pour ça que vous êtes à l'UIC. Nous avons la valeur pour nos enfants, c'est pour ça qu'on les encadre. Nous avons la valeur, donc chacun a de la valeur. Et donc, mettons cela en valeur. Faisons du sport. Quand on parle d'activité physique, c'est 3 fois par semaine, normalement. 30 minutes au moins. Mais très peu de personnes arrivent à le faire. Commençons par 1 fois et après on continue. Il y a des écoles qui mettent le sport comme activité, c'est très important. Le sport a beaucoup d'activités, a beaucoup d'éléments positifs. Ça permet de se déstresser, ça permet de prendre soin de soi, ça permet de passer à autre chose qu'une activité intensive, intellectuelle qu'on avait à faire. Donc, quels sont les facteurs protecteurs? Allaitement maternel. Nous devons allaiter. Nous devons allaiter. Non seulement le lait maternel a tellement de vertus, mais en plus il protège, on parle du cancer du sein, parce que pour d'autres cancers, il n'est pas protecteur. L'allaitement maternel. Alimentation riche en fruits. On a dit tout à l'heure que l'alimentation riche en graisse était un facteur de risque de cancer. Dans le contraire, notre marché est riche. On ne peut pas se plaindre au Cameroun de dire qu'on n'a pas de fruits, de dire qu'on n'a pas les légumes. Dans chaque région du Cameroun, il y a un légume qu'on mange de manière préférentielle. Donc, quitte à partir manger les shawarma, chaque jour changeons un peu notre façon de manger. Alimentation, activité physique régulière. De l'autre côté, c'est ce qu'on peut faire pour perdre le poids, pour essayer d'avoir une bonne santé, protéger contre le cancer du sein. C'est même quoi le sein? Le sein, c'est toute une glande. Une glande qui a des canaux galactophores, qui a des lobules, qui a de la graisse,
qui est couché, toute cette glande est couchée sur un muscle et puis derrière il y a des côtes. On a mis cette diapositive parce qu'après, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cancer du sein. On n'en a pas qu'un seul. Chaque type de cancer du sein dépend de chacune de ses parties. Et à côté, on a mis une maman qui allait pour dire qu'après aussi, non seulement le sein, c'est l'organe de la féminité, mais c'est aussi celui qui nous permet de rester en contact intime avec notre enfant. C'est celui qui nous permet de l'allaiter, c'est celui qui nous permet de causer avec notre enfant, de faire beaucoup de choses. Le sein a beaucoup de fonctions. Alors, on a plusieurs types de cancers. Il peut être localisé. On va parler de carcinome canalaire in situ, carcinome lobulaire, bien des cancers invasifs. Ça veut dire qu'il a déjà traversé la membrane et il peut maintenant aller se balader au niveau des ganglions dont on parlait tout à l'heure, ou bien dans les autres organes à distance pour faire ce qu'on appelle des métastases. Jusque-là, ça va ou bien c'est beaucoup? C'est trop d'informations. Moi, je vais poser les questions après, soyez-en sûrs. Alors, c'est quoi les signes d'alerte? Donc, si on se dit on a dit que le cancer du sein, c'est le premier cancer au Cameroun, c'est la première cause de mortalité par cancer, c'est pour ça qu'on en parle. Les signes d'alerte existent, les traitements existent au Cameroun, mais pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'il y a quand même des facteurs de risque, ça veut dire des situations qui nous exposent et qui nous prédisposent à faire les cancers, qui sont modifiables ou non modifiables. Et c'est sur celles qui sont modifiables que nous devons travailler, parce qu'on peut les changer. Si je prends beaucoup d'alcool, je commence à diminuer, voire même arrêter de boire de l'alcool. Si je mange beaucoup plus ce qui est gras, je commence à travailler sur ma façon de manger. Je mange beaucoup plus les légumes et les fruits. Si c'est que j'ai un bébé et que je ne l'ai pas allaité, que je pense qu'à la prochaine grossesse, il faut que j'allaite plus, parce qu'il faut que je me prémunisse contre le cancer. Si je ne fais pas du sport, je dois commencer à avoir une activité physique. Il y en a tellement. En commençant juste par la simple marche, je n'ai pas obligé de partir dépenser de l'argent en salle de sport. Il y a des choses qui se font sans qu'on les dépense. Ça, ce sont les facteurs de risque dits modifiables. Ce qui est non modifiable, si maman a eu le cancer du sein, je suis à risque de faire le cancer du sein. Ou bien mon fils est à risque de faire le sein, ou ma fille sera à risque de faire le cancer du sein. Mais pas systématiquement. Si j'en ai eu, comme elle parlait tout à l'heure de sa camarade, je suis à risque d'en avoir sur notre sein ou pas du tout. C'est tout ce qu'on a dit en beaucoup de diapositives, tout simplement. Quels sont les signes d'alerte? J'ai mis une diapositive en anglais pour ceux qui s'expriment en anglais, pour qu'ils se sentent à l'aise, et en français. Alors, tuméfaction anormale du sein. Dans 90% des cas, c'est la patiente qui arrive à l'hôpital qui dit « Docteur, j'ai une boule ». On ne la trouve pas à la maison. Le médecin ne quitte pas l'hôpital pour aller la retrouver à la maison. Non, c'est le contraire, c'est elle qui vient. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache. Parce que c'est l'une d'entre nous qui viendra voir un médecin pour dire « Docteur, j'ai l'impression que j'ai touché une boule aujourd'hui sur mon sein. Je l'ai touché à tel endroit. » Ou bien « Docteur, je l'ai touché plutôt dans les aisselles. » Donc, il y a une boule qui était là, parce qu'on a souvent des boules à 14 ans. On a des petites boules à l'âge de 13 ans avec lesquelles on grandit, qui ne dérangent pas particulièrement, qui font mal parfois quand on a nos règles, et après les règles diminuent de taille, ou bien qui font mal quand on est en ovulation. Ça veut dire ces boules-là qui sont remettent par le cycle menstruel, ce n'est pas d'elles que je parle. Je parle d'une boule qui existait, et puis un beau jour, je me rends compte qu'elle commence à augmenter progressivement de taille. Ça doit attirer mon attention, et ce qu'il faut faire, c'est partir à l'hôpital, me faire consulter pour être sûr que le soignant a touché la même chose que moi. Parce qu'on peut avoir une idée, comme je dis, je parle des cancers, les gens vont commencer à tâter les seins. Dès qu'elle touche quelqu'un, je dis, docteur, c'est sûr que j'ai le cancer. Oui, chaque fois qu'il y a ce genre de campagne, le nombre de femmes qui arrivent à l'hôpital pour des boules qui existaient avant est ahurissant. Donc ça peut être une tuméfaction anormale du sein. Ça veut dire que quand on se met devant son miroir, normalement les organes n'ont pas la même taille. Que ce soit les pieds, que ce soit les mains, les seins obéissent à la même règle. Il y a toujours un sein qui est plus gros que lui. Mais quand je parle de tuméfaction, c'est vraiment anormal. Ça veut dire quand on se met devant le sein, comme l'image que j'ai montrée tout à l'heure qui n'était pas très jolie, c'est évident que ce sein n'est pas normal. Parfois, c'est plutôt la boule qui sera quelque part et qui va déformer le sein. Donc, on va parler d'une déformation du sein en regard de la boule. Ça peut être la modification de la taille. Le sein était tout petit et puis subitement, il devient très gros. La modification de la couleur du sein en regard de le nodule, c'est la boule qui est dans le sein. Ça peut être plutôt, on aura une boule, pas dans le sein, mais c'est beaucoup plus dans le creux des aisselles qu'on va trouver la boule. En général, elles ne font pas souvent mal. Mais il y a des formes de cancer du sein où le patient dit, docteur, j'ai mal, mais pas toujours. Et ça peut être également l'aspect de la peau qui change. Donc non seulement le sein augmente en taille, mais la peau devient plus épaisse. On a l'impression qu'elle est comme la peau de l'orange. Ou on a l'impression de voir les... Je ne sais pas trop bas. Où on a l'impression de voir
comme les pores. Donc, c'est vraiment l'aspect de la peau d'orange. Ce que je n'ai pas mis là-bas, qui est sur la diapositive en anglais, c'est lorsqu'on exprime sur le mamelon et on a du liquide qui sort, préférentiellement du liquide de couleur rouge comme du sang. Vraiment, si vous avez l'un de ces, si bien quelqu'un vous parle de cela, vous dites qu'il est mieux de partir à l'hôpital pour vous faire examiner par un personnel médical qui va confirmer ou infirmer ce à quoi vous pensez. Tous les symptômes qui sont là, je n'ai pas dit que parce qu'on a une tuméfaction anormale, parce qu'on a une taille du sein qui a augmenté, ça veut dire qu'on a le cancer. Le cancer doit être confirmé par un médecin qui va vous examiner. S'il pense que ce qu'il voit peut faire penser, peut suggérer un cancer, il va demander un examen qu'on appelle la biopsie. Ça veut dire qu'on fait un prélèvement sur l'anomalie, sur le nodule qu'on a trouvé. On l'envoie chez une personne qui est partie à l'école qu'on appelle le pathologiste pour dire est-ce que c'est une tumeur maligne ou est-ce que c'est une tumeur bénigne. Et c'est lui qui confirme. Ce n'est que lorsque ce résultat-là est arrivé qu'on a dit ok, madame, je pense que la boule pour laquelle vous êtes arrivée à l'hôpital, que nous avons touchée, pour laquelle nous avons fait X, Y et l'examen, a été confirmé par ce rapport-ci qui est devant, qui veut dire ceci. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence effectivement à parler de cancer avec le patient. Pas avant, parce que c'est un diagnostic assez grave qu'il faut prouver avant de l'annoncer au patient. Alors, les modalités thérapeutiques vont être vues par ma collègue. Là, moi, j'ai essayé de parler quand même du dépistage. Le dépistage peut se faire soit par l'auto-examen du sein, ça veut dire que chacune de nous doit pouvoir le faire. Mais ce qui est recommandé, c'est beaucoup plus la mammographie, mais elle se fait à partir de l'âge de 50 ans, tous les 2 ans. Mais chez nous, ici au Cameroun, nous le faisons avant parce que les patientes qui consultent dans la plupart de nos formations sanitaires ont une moyenne d'âge de 46 ans, plus ou moins 10. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir moins de 46 ans ou bien plus de 46 ans. Ça veut dire que c'est pas ou bien 43, ça dépend des études qui ont été faites dans nos formations sanitaires. Les patientes sont extrêmement jeunes. Je dis bien extrêmement jeunes. Ce qui fait que nous commençons soit la mammographie à partir de 40 ans. Mais les recommandations, c'est à partir de 50 ans, tous les 2 ans. Pour l'auto-examen de sein, ce qui nous concerne ici, parce que la plupart de la tranche d'âge qui sont des jeunes, ce n'est pas une question d'être ménopausée ou pas. C'est les jeunes filles. C'est 1 fois par mois. On n'a pas dit 10 fois par mois, juste 1 seule fois par mois. 7 jours après les menstruations, on peut mettre encore plus. S'il y en a qui ont des menstruations qui font 2-3 jours, elles vont commencer bien avant. On a essayé de penser à celles qui ont des menstruations assez longues, qui vont à 5 jours, à 7 jours, même d'autres voire 8 jours. Donc, dès que les menstruations sont finies, là maintenant, on peut commencer à faire l'auto-examen de sein. Pour les mamans qui sont déjà ménopausées, elles choisissent juste un jour d'anniversaire. Ça veut dire que comme aujourd'hui c'est le 30 octobre, quand je veux rentrer à la maison et expliquer à maman comment on fait l'auto-examen du sein, si elle le fait le 30 octobre, tous les 30 du mois, elle commence à le faire. Ça devient le jour d'anniversaire pour l'auto-examen de son sein. C'est pour ça que j'ai mis jour anniversaire ménopause. Mais pour le reste, après les menstruations. Pourquoi après les menstruations? Pendant les menstruations, les seins de la femme sont gorgés. C'est tuméfié, ou d'autres même, ça fait très mal. Même chose pendant la grossesse. Les seins sont assez gros. Donc, c'est lorsque les seins ont repris leur forme normale, ils sont plus souples, qu'il est plus aisé de palper le sein. Mais celle qui a l'habitude de le faire pourra trouver une boule dans son sein même pendant la grossesse. Donc, on doit apprendre à le faire nous-mêmes. Comment est-ce qu'on fait l'auto-examen des seins? On va expliquer après. Merci. Merci, docteur Sango. On lui laisserait une journée qu'elle ne finirait pas. Donc, merci encore. C'est passionnant, même comme c'est une maladie grave. Mais c'est toujours mieux de connaître que de ne pas connaître. Ignorer est plus grave que d'être instruit. Donc, sur ce, j'appelle docteur Anaba, qu'elle prenne la parole, et elle sera suivie par un témoignage d'une patiente. Donc, tu peux rester. Ok. Bonjour, mon nom est Dr Anabandom Dominique, je suis oncologue médical et je suis là aujourd'hui pour vous parler des traitements du cancer du sein. Vous avez suivi avec intérêt la présentation de ma collègue, le Dr Sango, qui vous a donné les outils pour comprendre ce que c'est que cette maladie.
dont on parle tant. Vous voyez, on donne tout un mois à une maladie, ça veut dire qu'elle est d'une importance capitale. Et la réalité est que le Cameroun n'échappe pas à cette règle, parce que autant on en parle au Cameroun qu'on en parle un peu partout dans le monde. Je n'ai pas de diapositive à vous présenter. Moi, je préfère quand c'est les échanges, puisque c'est une causerie éducative. Avant de parler des traitements des cancers du sein, je pense qu'il faut bien diagnostiquer. Est-ce qu'on va traiter une maladie sans diagnostiquer? On ne peut pas traiter une maladie sans diagnostiquer. Donc, il faut donner le nom à la maladie pour qu'on puisse la traiter. Ça, c'est la première étape avant le traitement. Et donc, comme ma collègue, elle a commencé à vous dire ça de façon, je ne sais pas si vous avez compris, pour dire qu'on a un cancer du sein, il faut une preuve. Ce n'est pas une radio, ce n'est pas une écho, ce n'est pas un scanner, ce n'est pas un examen de sang, mais c'est un prélèvement dans la boule, dans la masse qui est dans votre sein, qu'on envoie au laboratoire. Et au laboratoire, on va dire, ça y est, ces cellules ressemblent à celles d'un cancer du sein. Alors, nous avons posé le diagnostic. Encore que, même quand on a le nom de cancer du sein, nous, à notre niveau, en tant que spécialiste, parce qu'il n'y a pas qu'un seul cancer du sein. Comme elle vous a dit, elle vous a présenté le schéma du sein. Les différentes parties du sein peuvent donner différents types de cancers avec des comportements différents. Donc, quand on a le nom cancer du sein, on cherche encore à savoir c'est quel type de cancer du sein. C'est le A, le B, le C, le D. Et ces différents éléments-là nous aident à choisir le traitement qui correspond au type de cancer du sein approprié. Et cela se fait par une réunion de concertation pluridisciplinaire. Parce que personne, qu'on ne vous trompe pas, personne ne peut s'asseoir dans son bureau de médecin, dans son cabinet et dire qu'il traite le cancer du sein. C'est faux. Pour traiter le cancer du sein, il faut que plusieurs spécialistes, des différentes spécialités, c'est-à-dire les oncologues que nous sommes, les gynécologues, les psychologues, les chirurgiens, ainsi de suite. On a plusieurs spécialistes qui s'asseyent ensemble, les anatomopathologistes, pour décider que, en fonction de ce type de cancer du sein, en fonction de la patiente présente devant nous, voilà le type de traitement qui lui correspond. Parce que pour prendre en charge, il faut tenir compte de plusieurs éléments. Pas seulement des éléments scientifiques, mais aussi des éléments socio-professionnels ou bien des éléments familiaux, de comment cette dame vit. Tout ça, ça fait partie des éléments qui nous permettent de décider. Donc, quand on a siégé, on a pris la décision. Il existe donc différents types de traitements qu'on peut proposer à cette dame en fonction du stade. Parce que le traitement du cancer du sein se fait aussi en fonction du stade. Plus le stade est avancé, c'est-à-dire la malade a une grosse tumeur avec peut-être des localisations secondaires, comme elle vous a dit, ce qu'on appelle des métastases, plus elle aura un traitement systémique au départ, que nous appelons la chimiothérapie. Parce qu'effectivement, on a deux grands groupes de traitements. On a les traitements systémiques d'un côté et on a les traitements locaux ou locaux-régionaux de l'autre côté. Systémique veut dire quoi? Quand vous entendez système, non? Ça veut dire que le traitement part dans tout le système. C'est ça qu'on appelle la chimiothérapie. Il peut se donner sous deux formes. Il peut se donner sous la forme orale, c'est-à-dire en comprimé, ou alors sous la forme injectable, en perfusion. Et les traitements locaux régionaux, généralement, il s'agit de quoi? Il s'agit de la radiothérapie. C'est le traitement des cancers du sein avec les rayons. Donc, on vous met sur une grosse machine comme le scanner. Qui a déjà vu à quoi ressemble un scanner? Voilà, vous avez vu ce gros appareil. C'est un appareil assez impressionnant. On vous met sous cette machine-là, il y a une table qui est supposée faire des mouvements. On cible la zone à traiter et on vous envoie les rayons là pour traiter les résidus de la maladie, parce que généralement, ce n'est pas un traitement qu'on fait en première intention. Et le troisième type de traitement, c'est la chirurgie. Vous avez au moins entendu parler de la chirurgie des seins, non? On ampute les seins. Il y a même des femmes qui ont dévoilé à quoi ressemblait une cicatrice après une amputation du sein. Donc, voilà les trois principales modalités de traitement qui existent
et par lesquels les malades passent de façon systématique pour la plupart. C'est vrai que dans tous les cas, on n'aura pas forcément les 3 modalités, mais dans la plupart des cas, on a les 3 modalités. Le docteur Sango vous a dit que 80% de nos malades arrivent à des stades avancés. Généralement, lorsque la boule a plus de 3 cm, 3 cm c'est comme ça, non? C'est quelque chose comme ça. On commence par la chimio. Pourquoi? Parce que le cancer se comporte un peu comme, vous voyez le riz en boule. Quand on vous sert le riz en forme de gâteau au restaurant, là. Vous voyez comment, plus la boule est grosse, plus il y a des grains de riz qui tombent à côté. C'est exactement ça la tumeur. La tumeur, c'est un amas de cellules comme ça. Mais les cellules qui ne sont pas très fixées, ils ne sont pas bien fixées entre elles. Et donc, il y a des cellules qui tombent tout le temps dans le courant sanguin parce qu'elles veulent aller donner des métastases. Donc, plus la boule est grosse, plus des cellules vont tomber. Et quand le risque que ces cellules-là s'échappent pour aller faire des métastases est déjà décelé, c'est-à-dire quand la tumeur a plus de 3 cm, généralement, on commence par la chimiothérapie. Parce qu'il faut qu'on rattrape ces cellules-là, ces potentielles cellules, peut-être qu'on ne voit même pas encore. On les rattrape pour essayer de les détruire. Donc, la plupart du temps, beaucoup de patients passeront par ce traitement-là, qui a ses effets secondaires. Peut-être qu'après le témoignage, vous serez édifié sur les effets secondaires de la chimiothérapie. Et c'est le traitement que Dr Sango et moi nous administrons. Les autres modalités thérapeutiques, c'est la chirurgie. La chirurgie, généralement, vient après la chimiothérapie. Parce que le rôle de la chimiothérapie ici, c'est non seulement de réduire la taille de la boule, mais de permettre que la chirurgie soit facile. Et donc, la chirurgie vient après. Il peut y avoir plusieurs types de chirurgie. La seule chirurgie, ce n'est pas seulement amputer le sein. Amputer le sein dépend du stade initial. Il y a des chirurgies, on va seulement couper un quart du sein. Ou bien juste une petite zone, la zone où il y avait la boule. Mais pour qu'on fasse ce type de chirurgie, généralement, c'est à des stades très précoces. C'est-à-dire quand la tumeur est encore très petite, moins de peut-être 1 cm ou 2, et qu'il n'y a pas encore de ganglion. Là, on va faire ce genre de chirurgie-là. On va juste couper une partie du sein. Et bien évidemment, on peut déjà reconstruire. Vous voyez, on vous fait une chirurgie, on coupe une partie. Après, on vous met une greffe qui fait pousser le sein comme si on n'a jamais opéré. Donc, c'est quand on fait la chirurgie qu'on sait que quand on vous examine, quand on voit la cicatrice, qu'on peut imaginer qu'on vous a opéré. Mais les reconstructions sont vraiment très bien faites à l'heure actuelle. Ça, c'est la pointe de la technologie en ce qui concerne le plan chirurgical. Il y a des reconstructions qui sont possibles après des chirurgies partielles. Même après des chirurgies radicales, c'est-à-dire quand on enlève tout le sein, il y a des prothèses qu'on peut porter. Mais bon, la prothèse ne peut pas être exactement comme quand on a reconstruit. Quand on a reconstruit, c'est vraiment un sein qui n'a pas eu l'air d'avoir été touché. Donc ça, c'est les 2 types de chirurgie qu'on a. Concernant la radiothérapie au Cameroun, nous avons 2 types d'appareils. À l'hôpital général, il y a un appareil qui s'appelle le cobalt, un appareil à base de cobalt qui traite les cancers du sein. Et on a un autre centre privé dans la ville qui traite avec un appareil plus performant qu'on appelle un accélérateur linéaire. En termes de traitement, cet appareil-là, bien l'accélérateur linéaire, c'est un appareil de pointe parce que c'est la technologie actuelle. C'est vrai qu'il y a d'autres appareils encore plus performants qui n'existent pas au Cameroun, mais pour lesquels on a bon espoir que d'ici quelques années, ils arriveront et qui permettront de ce fait d'améliorer, d'être plus pointus dans les traitements des cancers du sein. Sur le plan de la chimiothérapie, les avancées thérapeutiques sont essentiellement au niveau de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Peut-être vous avez entendu ça, je ne sais pas. Mais il y a des traitements actuellement qui n'entrent pas dans le corps pour détruire les cellules cancéreuses de façon anarchique. Un peu comme la chimio fait, parce que c'est ce que la chimio fait. La chimio, c'est le bulldozer. Ça entre dans l'organisme, ça détruit tout. Tout ce que ça rencontre de suspect et même ce qui n'est pas suspect. C'est pour ça que ça a des effets secondaires assez importants et sur plusieurs organes. Mais les thérapies ciblées, c'est des médicaments qu'on a créés juste pour agir sur un récepteur précis de la tumeur
et qui va entraîner la destruction des tumeurs. C'est comme ça que la plupart des traitements actuels, c'est-à-dire en termes d'innovation dans le monde entier pour la prise en charge des cancers, c'est des thérapies ciblées. Donc, on vous envoie un médicament qui se fixe sur un récepteur et qui conduit à la destruction des cellules cancéreuses. C'est le même principe avec l'immunothérapie. Mais sauf que ce n'est pas des traitements qu'on administre au hasard. C'est des traitements pour lesquels il faut avoir cherché des récepteurs sur lesquels ces médicaments-là vont marcher. Et pour rechercher ces récepteurs-là, ça passe par l'analyse de la tumeur. C'est l'analyse de la tumeur qui vous dit, tiens, cette tumeur exprime tel récepteur, alors on peut prescrire ce médicament. Donc, vous n'allez pas voir un docteur qui va vous prescrire l'immunothérapie sans avoir les arguments pour prescrire. Même si vous avez lu sur Internet que c'est le traitement de pointe, celui qui a le moins d'effets ou bien je ne sais pas quoi. Non, il va vous dire, pour que je prescrive ce médicament, il faut que je recherche soit cette altération de gène, ce gène muté, soit que je trouve le récepteur pour que le médicament que je vais envoyer là marche. Il faut qu'il y ait ce récepteur. Donc voilà un peu en termes de traitement d'innovation qu'on a actuellement. Il y a aussi un traitement qui n'existe pas au Cameroun du tout encore, qu'on appelle la radiothérapie métabolique. C'est un traitement qui consiste à détruire les cellules cancéreuses en envoyant des isotopes radioactifs. On l'utilise dans plusieurs types de tumeurs, les tumeurs de la thyroïde, dans le cancer du sein. Il nous aide à faire la surveillance, à déceler la plus petite cellule qui existe, qui est cancéreuse dans notre organisme. Mais nous n'avons pas encore cette technologie. On garde aussi l'espoir de l'avoir dans quelques années. Et je terminerai en parlant de la prévention. Parce que généralement, nous, on nous a appris à l'école, quand on dit traitement, on finit prévention. Je ne vais pas parler de l'examen du 5 parce que le Dr Sango a promis de vous expliquer tout à l'heure. Mais je voulais vous dire que la prévention, c'est notre cheval de bataille. Pour la simple et unique raison que le Dr Sango vous l'a dit, les traitements coûtent cher, extrêmement cher. Je dis souvent, quand vous venez à la consultation, même si vous êtes multimilliardaire, vous allez sentir ça passer. Parce que même si vous avez les comptes stockés, au fur et à mesure que les années avancent et que vous êtes dans le suivi du traitement, on sent que les poches sont en train de tarir progressivement. C'est une maladie dont le traitement coûte extrêmement cher. Donc, si on peut arriver à inverser la tendance avec quelque chose qui ne coûte pas cher, qui est la prévention, ce serait quelque chose de formidable. Parce qu'au moins, on aurait plus les stades où on doit mettre en place tout l'arsenal thérapeutique. Parce que tout l'arsenal, c'est utiliser toutes les méthodes là. Et peut-être de façon plus approfondie. Là, on serait peut-être focalisé peut-être seulement sur la chirurgie au départ et la radiothérapie. Peut-être on n'allait pas forcément faire la chimio ou bien moins de chimio. Donc, ce serait vraiment intéressant si nous tous, avec les messages que vous avez eus aujourd'hui, pourriez être des ambassadeurs pour pouvoir maintenant déceler, sensibiliser et aider à dépister ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces informations. Donc sur ce, je vous remercie et je repasse la parole au docteur Mambo. Après le plat de Mongo, c'était le plat de Cookie. Donc nous avons apprécié. J'espère que vous avez apprécié tout ce que le docteur Anaba a dit. Hein? Et que vous serez plus préventif. Plus préventif pourquoi? Comme les deux. Plus préventif pourquoi? Parce que les deux nous ont dit le plus important, c'est prévenir en matière de cancer. Et si on a les moyens de prévention, qui sont tout à fait naturels, qui sont avec nous, je crois qu'on aura moins de cas qui iront au traitement, à la thérapeutique. Donc merci beaucoup encore, docteur Anaba, pour cet exposé. Et des réactions? Des réactions, le SG va nous en donner.
Oui, merci beaucoup, docteur. Non, en réalité, ce n'est pas une réaction en tant que telle. C'est juste pour dire que, pour être honnête avec vous, si ce n'était pas mes fonctions à l'IUC qui m'obligeaient à être là, honnêtement, je ne serais pas venu. Mais au vu de ce que j'ai entendu, vraiment, j'ai froid dans le dos. C'est pour ça que j'ai passé le temps à envoyer des messages là dans les forums de l'IUC pour dire attention, c'est grave. Parce que j'ai entendu juste de... Après le premier échange, je me suis dit, mais j'aurais pu rater ça. Donc, véritablement, j'espère que le discours va passer et j'espère que ma IUC va prendre les dispositions pour rediffuser ça à l'attention de ceux qui n'ont pas pu être là. Parce que vraiment, sincèrement, je suis venu là parce que je suis secrétaire général de l'IUC. Sinon, je ne serais pas venu. Mais au vu de ce que j'entends, je me rends compte que j'aurais raté gros. Merci. Merci beaucoup, SG. Vraiment, merci. La troisième intervenante, c'est la plus brave d'entre nous. C'est notre patiente. Nous allons lui passer la parole. Et elle nous parlera de comment faire pour détecter précocement et si possible, comment surmonter le parcours de soi. Madame, à vous la parole. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais dire merci à mon médecin traitant, docteur Anaba, de m'avoir conduit jusqu'ici pour pouvoir partager avec vous mon parcours. Comme il a été dit, je suis une patiente en rémission. J'ai constaté la boule, c'était en fin 2022, j'étais enceinte. Sur le coup, je n'ai pas été alertée. Bon, je me suis dit, vu que mon gynécologue, quand elle m'examinait généralement, elle avait toujours tendance à m'examiner au niveau du sein. Quand je me suis approchée d'elle, quand elle m'a fait l'examen, je lui ai dit, tiens, j'ai constaté qu'il y a comme une boule au niveau de mon sein. Elle a donc examiné et puis les examens de routine, comme les docteurs ont dit, l'extraction, la biopsie et tout, ça a été fait. Comme le docteur Sango l'a aussi mentionné, généralement, quand on n'est pas avisé ou quand on n'est pas sensibilisé sur la maladie, parce que une comme moi, je ne m'étais jamais retrouvée à une causerie éducative comme ça, je n'avais jamais été intéressée par le sujet. On a directement dans la tête cette idée-là que cancer égale à la mort. Moi, personnellement, quand j'ai été diagnostiquée, quand le diagnostic est tombé, j'ai été abattue. Je me disais, c'est bon, c'est fini pour moi, je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre et tout. C'est avec le concours de mon médecin traitant, docteur Anaba, qui a eu, quand le professeur Gente m'a conduit chez elle, qui a eu à m'expliquer, me donner, en fait, elle m'a fait comme une causerie éducative, me dit ce que c'est que le cancer du sein, on n'en meurt pas, on va suivre les traitements et tout. Moi, j'étais un peu inquiète par rapport à mon état puisque j'étais enceinte. Le docteur m'a rassuré que même avec la grossesse, le traitement peut être fait, je pourrais accoucher et je pourrais guérir de cette maladie. Je ne vais pas vous dire que j'ai été forte au début. Au début, j'étais vraiment, vraiment abattue. La première fois où on m'a mis le hockey chimio, donc c'est quand le docteur vous donne le papier, elle met dessus hockey chimio, vous êtes admise à faire la chimio.
En sortant du bureau du docteur, je me suis dit donc, c'est vrai que je souffre vraiment du cancer du sein au point où on me met le cachet OK chimio. J'ai pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré. On tergiversait, est-ce que je pourrais faire le traitement avec la grossesse dans la famille? Est-ce que je pourrais faire le traitement avec la grossesse? Est-ce que c'est faisable? Le docteur m'a dit, c'est possible. Même après la causerie avec le docteur, je ne me suis pas lancée directement. J'avais peur. J'ai attendu des semaines. C'est quand moi-même devant mon miroir, j'ai vu que le sein malade avait changé de forme. Il avait pris plus de volume. On avait l'impression que les veines étaient éclatées. Ça avait vraiment changé de forme que je me suis dit, mais tiens, vraiment, les cellules cancéreuses sont vraiment en train de faire des dégâts dans mon organisme. Et je me suis lancée à faire le traitement. Et autre chose que je peux dire, c'est à notre niveau, quand nous ne sommes pas sensibilisés, quand nous n'avons pas une grande notion de la maladie, vraiment on peut être dérouté. Je voudrais attirer notre attention ici sur le fait que on devrait toujours et toujours suivre les conseils des médecins. Toujours et toujours suivre les conseils des médecins. Je reviens là-dessus parce que nous avons eu autour de nous plusieurs patients qui sont venus, ils ont été diagnostiqués, ils ont reçu des conseils venant des oncologues, mais comme le docteur l'a dit, le traitement est coûteux et avec les conseils du quartier, beaucoup se sont retrouvés en train de suivre plutôt d'autres traitements qui ne sont pas du tout appropriés. Et puis, le résultat a donné ce que ça pouvait donner. La chimiothérapie en elle-même, comme a dit le docteur Anaba, c'est le traitement. La chimiothérapie en elle-même, ça nous change en quelque sorte physiquement de tout en tout. Déjà, chez moi en tout cas, au niveau physique, on noircit complètement. On noircit vraiment et il y a aussi la perte des cheveux. On perd pratiquement complètement les cheveux. Je me souviens après ma première chimiothérapie, lorsque je me suis défait les cheveux, c'était toute une touffe de cheveux qui en sortait. Là, je ne me suis même plus rappelé que j'avais fait une chimio. Je me suis demandé mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Quel produit est-ce que j'ai utilisé pour me laver les cheveux? Et puis, je perds autant de cheveux. On perd complètement les cheveux. Et ceci peut nous marquer psychologiquement. Et on en vient à se renfermer, à refuser de se dire non, je ne suis pas malade, ou il faut être très fort moralement. Il faut être très fort moralement parce que les changements physiques qui auront sur nous pourraient attirer le regard des autres et puis se dire que bon, on va me regarder comment, on va me voir comment et tout. Et ça va nous amener peut-être à se mettre en arrière, ne pas continuer le traitement et tout. Il faut être très fort moralement. Le docteur disait également que l'un des premiers médicaments de cette maladie, c'est le moral. Accepter qu'on est malade, accepter les changements physiques que le traitement pourra apporter. Et aussi, dès que le diagnostic est donné, vraiment suivre les conseils du médecin et se faire prendre en charge rapidement. Plus on perd du temps, plus la maladie gagne dans notre organisme. Plus on perd du temps, plus la maladie gagne. J'ai eu à suivre 5 chimiothérapies pendant la grossesse
Après, le docteur a stoppé avec les chimiothérapies pour que je puisse accoucher. Et le temps de me remettre, le docteur a relancé avec les chimiothérapies. Donc, après l'accouchement, j'ai encore reçu 12 chimiothérapies. C'est après ces chimiothérapies que le docteur a trouvé qu'il était temps pour moi. Et après les différents examens, scanners et autres, pour voir l'évolution du traitement, le docteur a trouvé qu'il était temps qu'on m'opère, qu'on ampute le sein malade. Ce qui a été fait. Et puis, je suis revenue vers le docteur pour la suite du traitement. Après, on est passé aux radiothérapies. Donc, avec tout ça, présentement, le docteur me suit au niveau des différents examens de contrôle. À ce jour, je peux dire vraiment que j'ai traversé cette étape-là. Je peux dire vraiment que j'ai traversé cette étape puisque les examens n'ont de cesse que d'être meilleurs. Et tout ce que je peux vraiment dire, c'est que quand on est confronté à cette maladie, que ce soit l'un de nos proches, soyons celui-là qui apportera du soutien, soyons celui-là qui apportera de la joie à cette personne malade-là. Je me souviens, une fois, je suis entrée dans le bureau du docteur Anaba, puisqu'elle me connaissait forte. C'est elle qui m'interpelle, qui me dit, mais à te voir, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as? Je lui dis, non, docteur, tout va bien. Elle me dit, non, je ne te connais pas comme ça. Tu as la mine. Bon, c'est vrai, j'avais des soucis au niveau de la famille. Je lui en ai parlé. C'est pour dire que quand vous avez quelqu'un qui est malade à côté de vous, soyez attentif. Soyez attentif à son comportement, soyez attentif à ses changements d'humeur. Soyons celui-là ou celle-là qui est aussi un traitement pour le malade. Parce que le malade n'a pas du tout besoin du stress. Du tout. C'est encore l'un des facteurs qui peut accélérer la maladie chez un patient du cancer. Donc, comme a dit le docteur Sango, vraiment, le cancer n'est pas égal à la mort. On s'en remet. Il faut juste être prévenant, se faire diagnostiquer rapidement et se faire rapidement prendre en charge, accepter et avoir le moral haut pour pouvoir traverser toutes les difficultés, toutes les douleurs que le traitement pourra engendrer. Donc, c'est un peu ma petite contribution. Merci. Merci, madame. Merci pour ce témoignage. Et j'espère que vous permettrez que ça ne s'arrête pas à cette population. Parce que IUC a l'intention de mettre sur Facebook pour que tout leur campus puisse en bénéficier. Et ça, on ne peut pas faire sans votre avis. Donc, si vous pouvez nous donner votre avis, ce serait une bonne chose. Donc, merci. C'est pour ça que je dis que c'était la meilleure de nos panélistes. Il fallait que vous viviez un peu, vous écoutez ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit, que vous imaginez à sa place et que vous prenez au sérieux ce qu'on est en train de faire ce jour pour aider autour de vous. Sur ce, Dr Sango va nous ajouter quelques petits mots. Vraiment, je voudrais qu'on applaudisse encore pour cette patiente. Elle est extrêmement humble, je vous assure. Elle a essayé de polir tout ce par quoi elle est passée. Elles ne vous disent même pas. Parfois, elles ne peuvent pas manger. On commence par l'accueil. Tout commence là. C'est une remise en question permanente. Je ne me vante pas de ma spécialité, mais on a une particularité. C'est que si on ne se met pas à les prendre telles qu'elles, on les perd. Chaque jour, aller à l'hôpital général, c'est plein. Ils sont tellement nombreux qu'à un moment donné, si tu n'as pas un minimum d'humanité, tu ne peux pas les prendre en charge. Chacun vient. Ils n'ont pas que le cancer. Ce sont des femmes.
ce sont des épouses, ce sont des filles, ce sont des sœurs, ce sont des enfants. Elles ont tout le fardeau là avec le cancer du sein. 90% du temps, elles sont abandonnées. Elle a été très polie, très humble. 90% elles sont seules. Parfois, la famille accompagne et après, vous avez suivi tous les traitements qu'elle a reçus. Il n'y a personne. Donc, il n'y a pas que le malade, mais il y a aussi le personnel qui est derrière. Ce n'est pas seulement nous les oncologues. Comme vous avez dit, on travaille en équipe. Ça commence par l'infirmière qui est devant. Ça commence comment ma consoeur la reçoit. Si elle n'avait pas bien reçu, elle ne serait pas là aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Quand on reçoit mal, les patients parlent et on entend. Mais si on ne sait pas se remettre en question, chacun pour ce qu'il fait, pas seulement nous les oncologues, vous aussi les enseignants, c'est parce que vous le faites bien que les élèves sont toujours là. C'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans une famille qu'ils sont toujours là. C'est parce que le confrère Dr Mambou fait ce qu'il fait que nous sommes là. Donc chacun a sa place. Et si on essaye de faire ça, je pense qu'on va grandir. Mais ils passent par des épreuves que vous n'imaginez pas. Ils ne peuvent pas manger parfois. La chimiothérapie vient détériorer tout le goût des aliments dans la bouche. Je veux le poisson, mais dès que le poisson arrive, je ne veux plus le poisson. Je veux maintenant la viande. Et ça passe pour un caprice. Pourtant, ce n'est pas un caprice. Mais en même temps, il n'y a pas l'argent pour lui passer ses caprices. Qu'est-ce qu'on fait? Elle se met à manger sans le vouloir, mais elle mange quand même parce que à la fin, il faut qu'elle parte retrouver son oncologue et qu'elle montre le bulletin qui dit « Ok, chimio ». Le bulletin n'est pas bon. Aucune de nous ne va valider la chimio là. On n'est pas là pour les enterrer plus bas que ce qu'il y a déjà. On est là pour les aider à avancer. Vraiment, un chapeau à cette dame. Donc, merci. Vraiment merci, madame. Je répète, ce sera divulgué, si vous le permettez, parce qu'il ne faut pas qu'on le fasse sans votre approbation. Et si elle ne le permet pas, les techniciens sauront comment divulguer la conférence. Donc, merci, madame. Merci une fois encore. Nous passons à la séance questions-réponses. Il n'y a pas que de questions bêtes. En science, il n'y a pas de questions bêtes. La seule bêtise, c'est de ne pas poser sa question. Donc, cette séance est ouverte et nous pouvons aller, dès que le premier lève le doigt, on lui passe la parole. Merci. D'accord. Oui, ok. Merci beaucoup de me passer la parole. Non, moi, c'est juste une observation. Observation parce que les médecins, tout à l'heure, ont dit que le traitement est lourd. Le docteur Sango l'a dit, le docteur Anaba l'a dit. Bon. Mais c'est quand j'écoute madame que je comprends à quel point nous avons intérêt à savoir diagnostiquer comme on l'a dit. Parce que quand elle dit on fait tel ceci, après on fait ça, après on fait ça, ça veut dire que si c'est votre maman, votre tante, votre ainsi de suite, les finances vont en pâtir. Parce que si on est obligé de soutenir quelqu'un sur une si longue période, il faut payer, et puis ça ne s'arrête pas au bout de 1 mois, de 2 mois, de 1 an, de 2 ans, il faut payer. Ça veut dire que les autres composants de la famille vont en pâtir. Il y a des gens peut-être qui vont cesser d'aller à l'école, il y a des gens qui ne vont plus prendre tous les repas comme prévu parce qu'on est en train de soutenir, d'où peut-être l'urgence, l'importance de cette séance de formation surtout. Merci, docteur. C'est ce que je voulais souligner. Merci, monsieur le secrétaire général. Je profite aussi pour dire, peut-être ce n'est pas le lieu, mais c'est le lieu. Je suis médecin dans une compagnie d'assurance. J'y suis arrivé, je ne sais pas par quelle gymnastique, mais partout on peut faire de la médecine. Et parlant d'assurance, je peux vous dire, c'est mieux d'être assuré que de ne pas l'être pour ce genre de maladie. Parce que quand votre assureur vous dit oui, je vous prends en charge quand vous êtes malade, il n'y a pas de limite. Sauf si il y a une limite au niveau de votre contrat. Ce n'est que là où il peut s'arrêter. Mais si vous promet que pour votre traitement, je peux vous prendre en charge pour 20 millions, il vous prendra en charge pour 20 millions. Donc, je voulais tout juste vous attirer l'attention, que vous sachiez combien c'est important de prévenir. Prévenir, c'est quoi? C'est aussi s'assurer pour éventuellement bien se soigner quand
une pathologie arrive. Merci. Une question? Bonjour à tous. Bon, vu que le public de ISTDI ne veut pas poser de questions, Activa va donc commencer par poser les questions. Encore félicitations, madame, pour ce témoignage émouvant. À un moment, j'ai dû ne plus vous écouter parce que je risquais de pleurer à votre place. Moi, la première question que je veux poser, c'est comment va le bébé? Il va bien. Du coup, je veux demander au docteur Anaba, qui est le médecin qui vous a suivi, comment est-ce que c'est possible? Parce que dans votre propos, vous disiez que la chimiothérapie détruit tout ce que ça trouve. Donc, comment on fait une chimiothérapie pendant qu'on est enceinte? Je pense que le témoignage de la dame est probablement le témoignage le plus intéressant qu'on ait pu même voir, écouter parmi les témoignages qu'on a souvent quand on parle de cancer de sein. Parce que malheureusement, les scientifiques tendent à nous faire croire que ça ne concerne que les femmes ménopausées. Et bien là, on voit que non. Non seulement ça ne concerne pas que les femmes ménopausées, mais en plus, une femme enceinte peut se trouver à être malade de cancer et à suivre un traitement pendant qu'elle est enceinte. Donc, docteur Anaba, docteur Sango, vraiment, expliquez-nous comment ça marche. Ok, merci pour la question. Les études scientifiques ont clairement démontré qu'à partir du deuxième trimestre, qui est le trimestre de la croissance, parce que le premier trimestre, c'est le trimestre de la morphogenèse, où l'enfant, le fœtus se forme. Lorsqu'il a tous ses membres et tous ses organes, il n'y a pas d'anomalie. On peut mettre en place la chimiothérapie sans qu'il y ait un risque d'avoir des effets secondaires sur l'enfant. Mais par contre, si on ne prend pas en charge ce cancer durant la grossesse, généralement, c'est des cancers dont les cellules tumorales sont sensibles aux hormones. On ne va faire que permettre au processus tumoral de s'agrandir, puisque on sait bien que la grossesse, c'est un terrain fertile aux hormones. Et donc, si la tumeur n'est pas prise en charge à partir du deuxième trimestre, où l'enfant a déjà sa morphologie complète et où il est juste en train de grandir, le processus tumoral va continuer. Toutes les études que nous avons jusque-là ne démontrent pas d'effets particuliers des agents de chimiothérapie sur les fœtus qui sont nés des mères qui ont reçu la chimiothérapie pendant la grossesse. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ça ne s'administre pas au début de la grossesse, je précise bien. Cancer du sein diagnostiqué premier trimestre de grossesse, non, pas de chimio. Si la dame veut entrer en chimio tout de suite, c'est interruption thérapeutique de grossesse. C'est après le deuxième trimestre, c'est-à-dire soit à partir de la 20e, quelque chose comme ça, la 20e semaine, je ne suis pas gynéco, mais à partir de la 20e semaine par là, ou entre la 18e et la 20e semaine déjà, lorsque le premier trimestre est complètement passé, ou bien vers la fin du deuxième trimestre, là, on peut commencer avec les traitements qui marchent très bien. Je suis, en 4 ans d'expérience, je suis à ma 3e femme que je fais accoucher après chimiothérapie et dont les enfants vont très bien. Ils sont scolarisés, ils n'ont pas de retard. Donc, vous avez vu, elle est la preuve vivante. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Bonjour à tous. Je salue particulièrement Dr Sango. Merci d'être là. Dr Anaba, que je connais bien aussi. Merci beaucoup pour cet enseignement. Merci à Activa, merci à IUC d'avoir organisé ceci. Je suis Dr Ginette Yoatou. Je travaille aussi ici à IUC. Alors, excusez-moi, je suis venue un peu en retard. Je ne sais pas si vous avez vraiment mis l'accent sur le problème de l'âge, les facteurs de risque de cancer du sein. C'est vrai que je suis aussi médecin des personnes âgées. On sait que classiquement, le cancer augmente, l'incidence augmente avec l'âge. Mais là, nous sommes déjà d'abord dans une population jeune
Et peut-être des jeunes femmes ici pourraient se demander, bon, est-ce que ce sujet nous intéresse vraiment? Donc, peut-être vous l'avez dit, moi, vraiment, je suis arrivée peut-être un peu après. Si vous pouvez revenir peut-être avec des anecdotes, avec des chiffres sur l'incidence, la prévalence du cancer du sein chez les jeunes femmes. Moi, hier, j'ai reçu un cas chez une jeune femme de 27 ans qui avait un cancer qui était même assez avancé. Et j'en ai vu dans mes stages des femmes de 21 ans. Et parfois même, en fait, tout juste cette tranche d'âge-là. Donc, si les oncologues peuvent un peu mettre l'accent là-dessus pour que notre public cible comprenne l'enjeu de la prévention. Merci. Merci pour la question. Merci pour la question. Effectivement, dans les facteurs de risque non modifiables, nous avons parlé de l'âge. Et c'est clair que dans la littérature, les cancers du sein augmentent progressivement au fur et à mesure que l'âge augmente. Mais s'il y a quelque chose que nous avons dit dans notre présentation, c'est que notre population est extrêmement jeune. La population noire fait des cancers beaucoup plus précocement que la population caucasienne. Et dans les études qui ont été faites dans toutes nos formations sanitaires, où nous prenons en charge des patients porteurs de cancer, les patients viennent assez tôt. Chez nous, c'est 46 ans plus ou moins 13. Donc, si on fait 46 moins 13, on est carrément à 33 ans. 27 ans, je vous assure que votre patiente était déjà âgée. La plus jeune chez moi avait 18 ans et Dr Naba, elle peut dire qu'elle avait plus que ça. Elle-même pourra parler pour son cas. Chez moi, elle avait 18 ans. Donc, les jeunes qui sont dans cette salle sont bel et bien intéressés par ces cancers. On a bien dit dans les facteurs de risque tout à l'heure que les premières règles avant l'âge de 11 ans est un facteur prédisposant ou qui expose au cancer. Donc, c'est pas anodin d'avoir quand même des cancers. On n'aimerait pas, mais on a des patients assez jeunes. Donc, comme vient de le dire le docteur, nous sommes tous concernés. Ce n'est pas une affaire de maman de 60 ans. Dans ma file active, je n'ai qu'une seule femme de 80 ans. Je n'ai que 3 femmes de 60 et 50 ans. Le reste, c'est 46, c'est entre 30 et 46 ans. C'est extrêmement jeune. Extrêmement jeune peut supporter tout ce dont on vient de parler tout à l'heure. Je suis sûre que ma collègue a une expérience encore parce qu'à l'hôpital général, ils ont une population un peu plus grande que la nôtre. Effectivement, merci d'attirer l'attention parce que, comme on l'a déjà dit, le cancer du sein n'est pas seulement pour les femmes âgées. La plus jeune patiente que j'ai connue jusqu'à l'heure actuelle avait 15 ans. 15 ans, un cancer du sein bien diagnostiqué, prouvé avec toutes les techniques de diagnostic qui étaient déjà métastatiques d'emblée. C'est-à-dire au diagnostic, elle avait déjà des localisations secondaires. Et oui, ça c'est une réalité, c'est vrai, ce n'est pas des cas fréquents, mais pour dire que ça existe et que personne n'est réellement épargné de cette maladie. Cette maladie ne connaît pas d'âge, elle connaît un peu le sexe et elle ne connaît pas de couche sociale. Elle frappe tout le monde. Donc c'est pour cela que l'éducation et la prévention restent notre cheval de bataille. Donc tout le monde est concerné par cette maladie. Merci. Donc, merci. Moi, je vais partager une triste expérience. Toujours après Octobre Rose, en 2023, j'ai reçu la nièce d'un de mes collaborateurs au bureau qui allaitait, mais qui faisait son cancer du sein. Quand elle est arrivée au bureau, j'ai examiné, j'ai dit, tout de suite, il faut aller voir un cancéro. 2 mois après, il est venu m'annoncer le décès. Donc, n'attendons pas d'atteindre cette étape pour aller à l'hôpital. C'est mieux d'aller à l'hôpital, qu'on nous dise, que le spécialiste nous dise, il n'y a rien, que d'y aller quand tout est déjà compliqué. Parce qu'il y a des états où nos spécialistes, nos oncologues ont beau vous aimer, ils n'y peuvent rien parce que ça a déjà envahi tout le corps. Donc, toujours pas de questions? Ah, enfin. Bonjour à tous, merci vraiment pour cette initiative. J'aimerais poser
Ma question s'adresse à la dame. Qu'est-ce qui a causé cette maladie-là? Est-ce héréditaire dans vos cas ou bien c'est l'alimentation? Je ne sais vraiment pas. Merci. La question va aller plutôt au spécialiste. Ce n'est pas mon autre patient qu'on va la poser. Elle a répondu déjà à cette question, mais elles vont encore répondre. Et je crois qu'elles ont répondu en vous disant qu'il n'y a pas de cause. Elles vous ont dit qu'il y a des facteurs favorisants. C'est pour ça qu'elle a développé beaucoup plus les facteurs favorisants que les causes. S'il y avait une cause, je crois qu'on l'aurait déjà éradiquée. Et même en ayant des facteurs favorisants, elle vous a dit qu'il faut multiplier 2 ou 3. Et même en ayant 3 facteurs favorisants, ce n'est pas obligé que vous fassiez un cancer. Il y en a qui n'ont qu'un seul et développent leur cancer. Il y en a qui ont 3 et ne le développent jamais. Et comme je dis souvent, banalement, la vie c'est la chance. Sans chance, souvent, on a tout ce qui n'est pas bien. Et avec un peu de chance, on évite ce qui n'est pas bien. Sauf si nos oncologues veulent ajouter quelque chose à cette question. Ok, donc merci. Il y avait un autre doigt. Bonjour à tout le monde. Ma question c'était de savoir, s'il vous plaît, après la reconstruction chirurgicale, est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires ou est-ce possible que directement la femme enceinte allaite l'enfant avec ce côté de sein? Généralement, un sein qui est soumis, enfin, lorsque on met une patiente sous traitement, peu importe le type de traitement du cancer du sein, généralement, c'est un sein qui est épargné de l'allaitement. C'est-à-dire que ce soit la chirurgie, que ce soit la chimiothérapie ou la radiothérapie, ce n'est pas un sein qu'on va encore utiliser pour l'allaitement. Donc, même si on l'a opéré et qu'on lui reconstruit son sein et qu'il a la texture ou bien il ressemble au sein normal avant la chirurgie, c'est pas pour dire que c'est un sein qui va allaiter aussitôt. Puisque dans la chirurgie, il y a un processus de cicatrisation, il faut qu'on s'assure qu'il n'y a plus les cellules cancéreuses dans ce sein et que la patiente soit déclarée guérie pour envisager allaiter un jour encore avec ce sein-là. Surtout si la maladie est diagnostiquée pendant la grossesse. Donc, non, ce sein-là n'est pas prêt à allaiter après une chirurgie de reconstruction tant qu'on n'a pas déclaré la patiente en rémission. Et si la patiente a une grossesse future, il faudrait qu'on s'assure d'abord que tout est OK avant de lui donner l'autorisation d'allaiter avec ce sein-là. Bonjour à tous. En fait, c'était cette question que je voulais savoir si on pouvait allaiter avec le sein. S'il vous plaît, madame, est-ce que l'autre sein qui n'est pas endommagé, elle peut allaiter avec cela? Ok, merci. Il y a un mais. L'autre sein qui n'est pas malade, normalement peut. Mais le problème se pose au niveau des médicaments qu'on va administrer. Vous savez quand même qu'il y a les médicaments passent dans le lait, la plupart. Donc, si cette dame est en train de prendre un traitement systémique, que ce soit en comprimé ou en injectable, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne doit pas allaiter, même de l'autre sein, même si l'autre sein n'est pas malade. Pourquoi? Parce que les médicaments iront chez le bébé et puis ça pourra avoir les effets secondaires, même si ça passe en une très petite quantité. C'est pourquoi quand on met déjà sous traitement, on proscrit l'allaitement et au privilège, au profit de l'allaitement artificiel plutôt. L'allaitement maternel est complètement proscrit parce qu'on veut minimiser le risque de consommation des anticancéreux par le bébé.
Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais savoir, lorsqu'on détecte qu'une femme a déjà le cancer, maintenant, après tous les traitements que vous avez dit, chigno, etc., on va toujours finir quand même par faire une chirurgie. Une chirurgie, elle peut être partielle, que qu'en soit si elle est partielle ou globale. Donc, après toutes les procédures là, on va toujours quand même finir par faire une chirurgie. Alors, ça c'est ce que nous les oncologues, la partie que nous redoutons souvent, parce que on sait bien que c'est presque incroyable d'expliquer à une dame que vous l'avez mis sous traitement, il y avait une boule au départ, la boule a disparu après ces cures de chimio, mais vous lui dites quand même qu'on va enlever son sein. Ça n'a pas de sens pour elle. Elle a trouvé que, mais comment, ce que vous me dites là n'est pas logique, puisque c'est pourquoi je suis venue, la boule là, ça a disparu. Mais sauf que quand on vous explique la genèse du cancer, si vous voyez même le symbole qui représente le cancer, c'est quoi? C'est un crabe. C'est une maladie qui est comme ça, des racines profondes. Donc même quand on a fini avec le sein là, la boule a disparu, en fonction du stade initial et de d'autres éléments, dont le comportement ou les caractéristiques de ce cancer là, on est parfois amené à amputer le sein, soit complètement, soit partiellement. Mais la chirurgie garde sa place de choix dans le traitement des cancers du sein. Rares sont les tumeurs qu'on ne va pas opérer. Même au plus petit stade, la chirurgie a sa place. À plus forte raison au stade avancé. Parce que la boule peut avoir disparu sur le plan macroscopique. C'est-à-dire quand vous palpez, vous ne la sentez plus. Mais sur le plan microscopique, au microscope, on ne sait pas ce qu'il en est. Et la seule façon de savoir, c'est d'aller enlever. Pour voir au microscope, là, est-ce qu'il y a encore vraiment la maladie là-dedans ou il n'y a plus. Donc la chirurgie garde sa place de choix, peu importe l'évolution pendant le traitement. Vraiment, dernière des dernières. Mais avant qu'elle ne pose sa question, je ne sais pas ceux qui ont des parents planteurs ou bien ceux qui sont planteurs ici. Si vous regardez un peu certains arbres, le cancer, en langue vernaculaire, on l'appelle kuchu. Certains, c'est le cancer de l'arbre. Quand il envahit l'arbre, vous voyez comment l'arbre se détruit. L'arbre ne peut plus produire, l'arbre perd ses feuilles, l'arbre perd cela. C'est un peu, imaginez ça sur l'être humain, et vous allez comprendre que c'est mieux de découvrir ça plus tôt, de prévenir, que d'aller soigner. Et pour soigner ces arbres-là, généralement, on entaille presque toutes les branches pour qu'il y ait des repousses, pour qu'ils puissent produire. Donc, c'était une parenthèse en attendant que la dame nous pose sa question. Bonjour à tous. Je voudrais savoir si toute boule présente dans le sein est considérée comme une boule cancérigène. J'ai dit je voudrais savoir, puisque je n'étais pas là au début, ça m'arrivait un peu en retard. Je voudrais savoir si toute boule dans le sein est considérée comme une boule cancérigène. Oui, on a répondu à cette question. C'est vrai que vous n'étiez pas là au début. On a pris la peine de montrer sur la diapositive des signes et symptômes d'alerte et dire que ce n'est pas parce que l'un de ces symptômes apparaît qu'on a un cancer. Pour parler de cancer, il faut trouver un symptôme. Ça veut dire ce que vous ressentez quand vous venez à l'hôpital. Docteur, j'ai touché une boule dans mon sein. Docteur, j'ai l'impression que la taille de mon sein a anormalement grossi. Docteur, j'ai l'impression que quand je presse mon mamelon, c'est du sang qui sort. Docteur, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous devez venir à l'hôpital, vous faire consulter pour qu'il y ait un examen par un expert. Il va vous examiner et après, on va faire un prélèvement sur la boule qu'on va envoyer chez l'anatomopathologiste. C'est le seul expert. Même si j'imagine à 90% que je suis devant le cancer, il me faut cette preuve. C'est médico-légal. Les Camerounais vont beaucoup à l'école maintenant. On ne peut pas vous lever, donner la chimiothérapie à un patient sans lui expliquer ce qu'il a. Donc il faudrait qu'il y ait un expert qui dit,
Docteur, je pense que les prélèvements que vous avez envoyés sont effectivement en faveur d'un cancer, oui ou non. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à entrer dans l'annonce. Quand elle a posé la question sur la mastectomie directement, bien sûr la chirurgie partielle, j'ai pensé à un élément dont on parle depuis, mais pour lequel personne ne pose des questions, le psychologue. Nous ne faisons pas ça. On ne se lève pas un jour et on accepte qu'on a une partie du sein qui n'existe pas. On ne se lève pas un jour et on a tout le sein qui n'est pas là et on fait comme si de rien n'était. On ne se lève pas un jour, on accepte d'être une femme comme on était avant alors qu'on a une partie du sein qui n'existe pas. C'est tout un travail qu'elles font. Et on se fait toujours aider par les collègues. C'est pour cela que le docteur Naba a parlé de réunion de concertation pluridisciplinaire. On ne fait pas seul. Et vraiment, ils nous aident chaque jour. Parce que c'est chaque jour qu'elles acceptent leur diagnostic. Merci pour la question. Merci à l'auditoire. Merci. Je crois qu'on est allé au bout de nos échanges. Et la campagne va continuer par l'éducation et les phases de détection. Merci à nos panélistes et plus particulièrement à nos oncologistes. Merci madame pour votre témoignage, vraiment beaucoup merci. Parce que c'est ça qui a captivé le public. Et ça c'est très important que vous compreniez que rentrez chez vous, ne gardez pas ça pour vous. Les oncologues vous ont dit c'est en équipe qu'on gagne et jamais on ne gagne seul. Sachez que si vous réussissez à aller à combattre ce cancer, c'est parce que vous avez communiqué, vous n'avez pas pris l'information et gardé pour vous-même. Ça ne sert à rien d'être riche seul. S'il n'y a personne autour de vous, personne ne constatera que vous êtes riche. Donc votre richesse ne servira à rien. Donc communiquez, parlez, discutez, échangez avec tout le monde. Dites ce que vous avez entendu autour de vous. Merci une fois encore. Voilà donc qui est dit, mesdames, messieurs, nous signalons que nous étions rassemblés dans cette magnifique salle des actes de l'IUC pour parler du cancer du sein. Naturellement, on s'est très vite compris, on s'est très vite également entendu et on a également remarqué, mesdames, messieurs, qu'il s'agit d'une affaire de tout le monde. Et pour en parler, nous avons reçu Dr Sangou qui est revenu non seulement sur l'état des lieux, sur les statistiques et la présentation sommaire de ce mal ou encore de cette autre pathologie que souffre le monde. Nous avons reçu également Dr Anaba qui revenait spécialement sur le concept même de la compréhension du cancer du sein et naturellement les modalités même de traitement, de suivi et pour clôturer justement puisqu'il fallait signifier et mentionner qu'il ne s'agit pas forcément d'une fatalité de prime abord. Nous avons eu le témoignage d'une dame très courageuse justement encore présente dont on aura peut-être l'occasion, pourquoi pas, de réécouter autour d'une autre table. Mesdames, messieurs, nous signalons que la rencontre n'est pas terminée. Rendez-vous à l'amphithéâtre 150 du campus A où nous nous trouvons actuellement pour la suite des dépistages. Rendez-vous également sur le campus D de l'autre côté de la route et bien évidemment actuellement le campus d'Aqua nous suit, pareillement pour le campus de Tchang et rendez-vous également sur différents campus pour des séances de dépistage et naturellement de formation approfondie sur comment détecter soi-même la maladie. Mesdames, messieurs, nous allons avant de mettre la clé sur le paillasson passer la parole à monsieur le secrétaire général de l'IUC pour la clôture officielle de cette séance de travail. Mais avant, nous signalons également que nous sommes toujours sur les antennes de MyIUC, une seule adresse IUC Douala et revivez ce moment magnifique que vous avez peut-être manqué et certainement ce sera l'occasion justement pour les parties prenantes de revivre ce bon moment. Alors tout de suite, monsieur le secrétaire général de l'IUC pour le mot de fin. Okay. Merci beaucoup de donner la parole pour clôturer cette première partie en disant encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas une fois de trop, merci à tous les oncologues, merci à tous les médecins, merci à madame, merci à vous aussi qui vous êtes déplacés parce que de toutes les façons, vous aviez des choses à faire. Si vous n'aviez pas été là, vous ne seriez pas désœuvré, vous aviez des choses à faire. Vous avez reporté ces choses et au vu des enseignements que moi-même j'ai eu ce matin, je vous ai confessé que je ne serais pas venu si mes fonctions ne m'obligeaient pas à être là.
La preuve, c'est qu'on a une dizaine de directeurs à IUC. Il n'y a personne qui est venu parce que, bon, on a estimé que c'est une affaire de femmes. Même les femmes ne sont pas venues parce qu'on a estimé que c'est une affaire des femmes de 60 ans et 80 ans. Donc, je considère que désormais, chacune d'entre vous devient une ambassadrice autour de soi, parce que nous l'avons entendu, même si vous n'êtes pas malade, le simple fait qu'un proche soit malade, Dr Anaba nous l'a dit très très clairement, que même si vous êtes milliardaire, vous allez sentir le traitement passer. Donc il y a tellement d'argent mis en jeu, que même si vous en aviez beaucoup n'importe comment, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant qu'un traitement est en cours. Alors si un traitement est en cours, ça veut dire que de toutes les façons, vous allez être impacté à quelque niveau que ce soit. Donc, j'espère que chacun d'entre nous va servir de relais, que chacun d'entre nous va profiter amplement de cette initiative conduite par la Fondation Activa et faire bénéficier les uns et les autres, et que chacun d'entre vous, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont passées sensibilisées, mais chacun d'entre nous ici présents va sensibiliser son entourage à profiter de cette opportunité qui s'achève demain. Merci encore une fois d'être venu et à tout à l'heure dans les ateliers. Voilà, merci à vous, monsieur le secrétaire général, madame, messieurs. Merci encore. Nous vous communiquons la suite du programme. Dans quelques secondes seulement, nous aurons la place aux interviews. Donc, nous remercions également nos partenaires médias pour cette magnifique rencontre. IUC également, qui se mettra certainement en condition pour les interviews, tout en remerciant d'une façon très particulière le modérateur également de cette magnifique rencontre, qu'on a peut-être oublié d'acclamer également tout au long de cette cérémonie, Dr Augustin Mambou, qu'on peut applaudir très fort. Voilà, magnifique. Nos remerciements également à l'endroit de la Fondation Activa qui a choisi l'Institut Université de la Côte pour cette rencontre, l'Institut Université de la Côte également, la PDMD, la plateforme de diagnostic médical de Douala et naturellement Dr Ginette Uatou que nous pouvons apercevoir tout au fond de la salle de CMS, le centre médico-social de l'IUC, tous ces médecins, bien évidemment Madame Nomboté également, bien évidemment tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour la tenue de ce magnifique moment. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'une rencontre parmi tant d'autres. Rendez-vous à l'amphithéâtre 150 de l'autre côté et bien évidemment sur différents campus de l'IUC pour les séances de dépistage. Rendez-vous demain également toute la journée. Merci à tous. Place maintenant aux interviews. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les panélistes? Voilà, donc nous allons tout de suite et maintenant procéder à la